Mais d'abord, selon des médias coréens, Samsung aurait prévu une fonctionnalité de déverrouillage sur son Galaxy 8 avec de la reconnaissance faciale. Cette technologie d'identification du visage progresse à grands pas et ne cesse de susciter les fantasmes d'une société orwellienne. Tour des nouveautés en la matière avec Pierrick Laurent et nos confrères de France 2. Ces derniers mois, la reconnaissance faciale s'installe un peu partout. À Londres et Paris, avant de monter dans l'Eurostar, vous passez dans ces bornes où sont comparées les données de votre passeport avec votre visage, afin de s'assurer de votre identité. Voici près de Paris le logiciel conçu par une entreprise française pour le FBI. La première chose qu'on va faire, c'est donc de détecter des points caractéristiques basiques, comme par exemple la base des oreilles, les yeux, le contour de la bouche, le contour du nez. Et ça va nous permettre de reconstruire la forme 3D du visage de l'individu. Si un malfaiteur modifie son apparence, le système est aussi capable de le repérer. Regardez ces deux portraits, deux personnes différentes, pense-t-on à l'œil nu, mais c'est une erreur. Le système est sûr et certain qu'il s'agit de la même personne. Et quand on regarde bien, si par exemple je sélectionne cette zone ici, les yeux, et je la transfère sur la partie gauche de l'image, on voit qu'en réalité, ce qui s'est passé, c'est que les yeux ont été écartés grâce à de la chirurgie esthétique. Le nez a eu une toute petite modification, et pourtant, l'humain est complètement perturbé. L'algorithme nous dit qu'on a moins d'une chance sur 127 000 de se tromper. En France, l'usage est très encadré, mais la police vient de se doter d'un tout nouveau système, capable de retrouver la piste d'un terroriste après un attentat. En voici une démonstration fictive. Dans un centre commercial après une rixe, cet homme vient d'être filmé par une caméra de surveillance. Vous voulez voir où il est passé avant et après dans l'ensemble des vidéos. Sur des dizaines de caméras et des milliers d'heures d'enregistrement, le logiciel montre en quelques minutes tous les lieux où le suspect a été repéré. Plus besoin pour les policiers d'examiner une à une les vidéos. Vous voyez qu'à 12h32, il était sur la caméra Cam 2, puis il était sur la caméra couloir Cam 1. Et donc vous pouvez suivre l'itinéraire. L'intérêt majeur, c'est de gagner du temps dans l'analyse. La ville de Nice souhaite identifier en direct la foule aux abords d'un stade, par exemple, pour repérer les individus dangereux. Un test a été mené, mais pour l'instant, aucune loi n'autorise la mise en place d'un tel système, car il n'est pas infaillible. Si l'image de vidéosurveillance est de très mauvaise qualité comme ici, il peut se tromper. Et pour découvrir le nom d'un suspect, il doit déjà avoir été enregistré dans un fichier. D'autres technologies pour le quotidien sont en cours de développement. Bientôt, la reconnaissance faciale vous permettra de vous connecter à votre compte bancaire. Ou même de démarrer votre voiture sans clé, juste avec votre visage. Bonsoir. Demain, sera-t-il encore possible de se déplacer sans être tout de suite identifié? Une seule image permet de mettre un nom sur un visage. La reconnaissance faciale, qui l'utilise et peut-on y échapper? Bonsoir. Se promener anonymement dans une foule fera-t-il bientôt partie du passé? On le sait, de plus en plus de lieux publics, rues, gares, aéroports, mais aussi banques, centres commerciaux sont équipés de caméras de surveillance. En revanche, plus confidentielle, cette technique révolutionnaire qui permet désormais, à partir d'une simple image de votre visage, de décliner votre identité. C'est la reconnaissance faciale. Une technologie plus fiable que l'œil humain. Un outil stratégique pour les policiers, notamment en période de menaces terroristes. Mais pas seulement. Des particuliers s'équipent également de ce dispositif pour surveiller les allées-venues à leur domicile. Et vous allez le voir, ce n'est pas de la science-fiction. Vous allez tout savoir sur cette technologie à la fois révolutionnaire et intrusive. Est-elle encadrée et comment? C'est l'enquête de Nicolas Combalbert en France, en Espagne, en Angleterre et aux États-Unis. La plupart du temps, vous ne les remarquez pas. Mais comme moi, vous avez sûrement déjà senti dans votre dos un regard, une présence. Comme si l'objectif d'une caméra se pointait sur votre visage. Partout ou presque,
La vidéosurveillance enregistre les faits et gestes de millions de Français. Ceux qui sont tranquilles et ceux qui le sont moins. Les caméras nous voient, mais elles ne nous reconnaissent pas. Pourquoi? Parce qu'elles ne savent pas comment nous nous appelons. Bientôt, elles pourront associer notre image à notre identité, en temps réel. Et ça changera beaucoup de choses. Si elles captent de nouveau des terroristes dans le métro parisien, comme Abdelhamid Abaoud le 13 novembre dernier, si les caméras surprennent une autre fois la compagne d'un terroriste dans un aéroport, comme Ayad Boumedienne à Istanbul en janvier 2015, si un violeur meurtrier mondialement recherché se laisse encore enregistrer dans sa cavale, comme le Canadien Luca Magnotta à Berlin en 2012, ou enfin si une caméra bancaire révèle une nouvelle fois la trace d'un homme soupçonné d'avoir tué toute sa famille, comme Xavier Dupont de Ligonnès, alors toutes ces images pourront parler en direct. Associées au nom des suspects, elles donneront aussitôt l'alerte. En fait, tout cela est déjà possible. Cela s'appelle la reconnaissance faciale et c'est en train de se développer partout dans le monde. Nous avons enquêté sur cette technologie révolutionnaire, mais aussi intrusive, qui pose question. Pour assurer notre sécurité, faudra-t-il sacrifier notre intimité ? Pour faire simple, la reconnaissance faciale, c'est ce qui permet de mettre un nom sur un visage. Pour ce film sorti il y a 5 ans, c'était encore de la science-fiction. La scène se déroule dans la gare de Budapest. Équipé de lentilles connectées, cet agent de Mission Impossible a accès à l'identité de tous les passants. Et ce, bien sûr, sans qu'ils ne s'en rendent compte. Je saurai bientôt si cette scène est aujourd'hui réalisable. S'il est déjà possible de deviner en un coup d'œil que ces trois-là s'appellent Antoine, Alexis et Jack, qu'ils ont entre 25 et 27 ans et qu'ils sont associés dans une start-up. Ce sont eux qui vont m'initier à la reconnaissance faciale par son aspect le plus simple et le plus ludique. Ils sont partis d'une scène courante de la vie quotidienne, lorsque je n'arrive pas à trouver le nom d'un visage familier qui passe à la télé. Et que je décroche, le temps de me demander dans quelle émission je l'ai déjà vu. L'application qu'ils vont bientôt commercialiser va me permettre de combler mes trous de mémoire. Ce que vous me proposez, c'est je suis chez moi et je regarde quelque chose à la télévision. Je peux savoir qui apparaît à l'écran à chaque moment? Exactement, à tout moment. Dès qu'il y a une personne qui t'intéresse, nous on permet de reconnaître le visage de n'importe quelle célébrité qui est à l'écran. Avant de donner un nom, le logiciel doit comprendre qu'il est en présence d'un être humain. La détection d'un visage, indiqué par le carré vert, c'est la première étape de la reconnaissance faciale. Pour ça, il faut éduquer la machine. C'est comme un cerveau humain, quelqu'un qui vient de naître. Tu lui donnes des millions et des millions de photos de visage, et tu dis ça c'est un visage. Et tu donnes des millions et des millions de photos d'autres choses, mais de n'importe quoi, un ordinateur, une tasse, un livre, tu dis ça c'est pas un visage. Et lui il va apprendre, il va essayer de réfléchir à trouver les caractéristiques d'un visage, que ce soit de face, de profil ou d'une orientation un petit peu plus complexe. Ensuite, il parvient à différencier les personnes sur le plateau et leur attribue un numéro. Et il va plus loin. Par exemple sur une émission de Laurent Ruquier qui sera traitée en temps réel. Au début, le visage il est bleu parce qu'on n'a pas encore eu le temps de l'identifier. Et nous, entre-temps, notre technologie, elle réfléchit. Dès que le visage devient vert, c'est quelqu'un qu'on a reconnu. Les personnes comme Yann Moix ou Léa Salamé, on va les reconnaître presque immédiatement, bien sûr. Bref, toutes les célébrités ont leur carré vert. Et ce logiciel peut révéler davantage qu'un simple nom. Démonstration devant un film, encore mission impossible. Pour donner un exemple ici, on se demande qui est à l'écran à n'importe quel moment. On presse pause. Ici, en l'occurrence, c'est Simon Pegg. On va avoir accès à sa biographie, mais aussi toute une information qu'on a rassemblée autour de lui. Comment fonctionne exactement la reconnaissance faciale? Alexis et Antoine pointent sur nous la caméra de l'ordinateur. D'abord, ils détectent les visages. Si je cache complètement mon visage... Complètement le visage, effectivement, ça... Voilà. Ensuite, il isole les éléments du visage qu'il va mesurer. Là, l'ordinateur en temps réel est capable de savoir à peu près la forme du visage de la personne. Ouais.
L'orientation. Quelle distance entre les deux pupilles? Entre les yeux et le nez? Combien mesure la bouche? Toutes ces choses qui font que deux visages ne sont jamais identiques. Ces paramètres vont ensuite être comparés à une base de données. Sans elle, pas de reconnaissance faciale. Elle contient votre photo, votre nom, votre prénom. C'est grâce à elle que le logiciel vous reconnaît. Une base de données, ça peut inclure quelques personnes, et jusqu'à 1 milliard comme celle de Facebook. Le réseau social est capable de reconnaître ses utilisateurs sur toutes les photos que ceux-ci postent d'eux. Par exemple, il me suggère le nom de cet ami qu'il a reconnu. Il me propose de l'associer à sa photo. Détail important, cet ami vit en Uruguay. S'il vivait en Europe, Facebook ne serait pas autorisé à utiliser la reconnaissance faciale. La CNIL le lui interdit. Pour entrer dans une base de données, il faut être filmé ou pris en photo. Cela se passe partout, dans la rue, tout seul ou avec des amis. Ça peut être la base de données de votre smartphone. Il ne se déverrouillera que devant votre visage. Ou celle de votre banque. Elle ne validera vos achats par Internet qu'après vous avoir reconnu. Le paiement par selfie, ce sera possible très bientôt. Ou enfin, la base de données de votre voiture, comme chez cet équipementier automobile. Le système il est composé d'une caméra avec des illuminateurs qui envoient de la lumière infrarouge et également du logiciel qui va détecter des caractéristiques de votre visage et qui va les enregistrer. Philippe Goujon, qui développe le projet, me conduit dans un simulateur. Je vais tester une option. Je ne vais pas pouvoir prendre la route si je n'ai pas été identifié par la voiture. La clé de contact, c'est mon visage. Le système vous a identifié, a ressorti votre avatar et votre pseudo. Et maintenant, en fait, le simulateur va démarrer la conduite. Sur la route, la caméra me scrute. Un instant d'inattention, un assoupissement et une alerte retentit. Le système détecte que vous restez plusieurs secondes en dehors les yeux en dehors de la route. Ma voiture m'observe, mesure mon attention, et elle n'est pas la seule. En Grande-Bretagne, un nouveau genre de panneau publicitaire est apparu. Équipé de caméras, il filme les passants sans les enregistrer. En fait, le panneau interagit avec eux. Plus il y a de gens qui regardent cette campagne contre la violence conjugale, moins le personnage affiche de blessures. Et pour suggérer un produit à un passant qui fait du lèche-vitrine, le système est encore plus poussé. Il est conçu par une société française, Kekwang. Son responsable va me montrer toutes les infos recueillies par l'écran sur la personne qui le regarde. Ce qu'on voit ici, c'est ce qui se passe derrière un écran. Tu as une moustache, voilà, tu souris, tu es de sexe masculin, ce qui est représenté par une couleur bleue. La couleur verte ici représente le temps d'attention que tu as à cet écran. Si on détourne le visage, tout d'un coup, on va s'apercevoir que la composante orange augmente, ce qui dit que je suis moins attentif à cet écran. Il sait s'il a affaire à une fille ou un garçon, avec ou sans moustache, souriant ou non, tout proche ou à distance. En fonction de ces critères, il choisit la pub qu'il affiche. Qui permet de faire des clins d'œil. Rasez-vous la moustache et souriez, vous allez gagner un paquet de gilettes. Démonstration avec cette jeune femme. Une publicité pour un loueur de voiture l'invite à s'approcher, puis à sourire. Si elle s'exécute, elle reçoit une réduction de 15%. Savoir si les gens sont attentifs a de l'importance, parce que si les gens ne sont pas réceptifs, dans ce cas-là, il vaut mieux qu'on leur expliquer autre chose ou alors passer à un message qui est plus intéressant pour eux. Un même produit peut être présenté de manière différente à un homme et une femme, c'est ce qui se passe dans la vie réelle, naturellement. On parle différemment à une personne âgée, à un jeune. Ces panneaux intelligents ne sont pas implantés en France, par peur des controverses qu'ils susciteraient. Il y a 10 ans, reconnaître un visage automatiquement, c'était un rêve de scientifique. Aujourd'hui, c'est presque déjà banal. J'ai rendez-vous chez Pierre-Louis, Marion et leurs 2 enfants, Victoire et Gaspard. Coucou tout le monde, on est bien rentrés. Coucou maman, coucou papa, on est bien rentrés. C'est à une caméra qu'ils s'adressent, une caméra qui les reconnaît. Et ma soeur du coup. Bon, la famille est peut-être un peu plus connectée que la moyenne. Si, elle est passée avec son... Des jouets étranges, des appareils électroniques branchés un peu partout, et donc cette caméra design qui surveille toutes les personnes qui entrent dans la maison.
Donc l'objectif de la caméra, c'est qu'elle nous permet à nous de surveiller la maison, mais surtout avoir des informations qui sont pour nous capitales, c'est savoir si les enfants sont bien entre 18h et 18h30, ils ont été vus, s'ils n'ont pas été vus, là je m'inquiète. Quand la caméra reconnaît les enfants de Pierre-Louis, elle lui envoie un message. Quand les enfants rentrent, comme ils sont préparamétrés, on sait que c'est eux, ils sont nommés. D'accord. Alors que quand une personne n'est pas connue, elle apparaît comme forcément inconnue. Ce qui est mon cas. Visage inconnu. Donc ensuite, si je le désire, si vous êtes quelqu'un qui vient souvent, je peux mémoriser votre visage. Donc Nico, maintenant, existe dans ma base de données. Maintenant, si Nico sort et Nico rentre, la caméra dira Nico est rentré. Et bien sûr, on prévient les gens qui sont censés rentrer chez nous. Donc que ce soit une gardienne, que ce soit une femme de ménage. Comment c'est apprécié? Ah, il n'y a aucune difficulté. Bah, quand on explique que c'est uniquement pour surveiller la sécurité de la maison, les gens ne peuvent pas dire le contraire. De toute façon, des caméras, il y en a partout. C'est vrai qu'on s'y habitue à toutes ces caméras. Elles font partie du paysage. Même les criminels les oublient parfois. C'est pour cela qu'elles sont précieuses pour la police. En France, la vidéosurveillance n'est pas encore associée à la reconnaissance faciale. Mais à Londres, c'est le cas depuis 6 ans. Les habitants passent en moyenne 300 fois par jour devant l'une de ces 400 000 caméras. Les Britanniques ont leur raison. En juillet 2005, 4 attaques à la bombe ont fait 56 morts dans les transports publics. Scotland Yard nous a permis de tourner dans l'unité qui est équipée d'un logiciel de reconnaissance faciale. Elle ne se fait pas en direct. Les 200 agents travaillent avec des photos de crimes et délits captées par la vidéosurveillance. Mick Neville est le chef de cette équipe. Si quelqu'un commet une infraction devant une caméra, n'importe où dans Londres, l'image est envoyée dans cette base de données et ça arrive directement dans cette unité. On reçoit entre 400 et 500 images par semaine. Ça peut être un cambriolage, un vol à l'étalage ou même un meurtre, un viol ou un braquage. Donc on a tout type de crime ici. Pour que le logiciel de reconnaissance faciale fonctionne, il faut que la photo soit prise de face et qu'elle soit bien éclairée, ce qui est rarement le cas. Cette photo, c'est une des rares photos qui est bonne pour ce système. La photo va être analysée manuellement. Les agents doivent indiquer précisément l'emplacement des pupilles. Car le logiciel n'a qu'un seul paramètre, la distance qui sépare les 2 yeux du suspect pour l'identifier. Donc la photo a été mise dans le système, puis comparée à la base de données des photos judiciaires. Et l'ordinateur va nous proposer tous les suspects qui pourraient correspondre. S'il n'a jamais été arrêté, nous n'avons pas sa photo. En revanche, ça prend du temps. 5 bonnes minutes plus tard... Donc l'ordinateur nous sort des visages, on les regarde, on les compare, et après on peut dire, lui, c'est notre homme. Le logiciel a associé 5 photos différentes. Elles apparaissent en bas de l'écran. 4 montrent la même personne, mais une photo de femme s'est glissée dans les résultats. L'ordinateur ne regarde pas si c'est un noir, un blanc, un asiatique. Il ne dit pas si c'est un homme ou une femme. Il nous sort seulement les gens qui ont la même distance entre les yeux. Cette unité de Scotland Yard identifie 10 000 personnes par an. Mais c'est rarement grâce au logiciel de reconnaissance faciale. Le meilleur outil, cela reste le cerveau humain. Dans les faits, 300 fois plus efficace que la machine, d'après l'inspecteur Neville. En fait, ces agents sont des physionomistes surentraînés. En patrouille, ils notent chaque détail, étudient les gangs, les réseaux, reconnaissent leurs signes distinctifs, leurs démarches. Et contrairement à un programme informatique, ils interpellent des suspects dans la rue. Ce logiciel britannique a tendance à me faire douter. La technologie n'est peut-être pas aussi avancée. La reconnaissance faciale permet-elle vraiment d'identifier des criminels en cavale? Lors d'un voyage en Espagne, je vais découvrir une toute autre réalité. Madrid, encore une ville frappée par des attentats. En 2004, c'est à la gare d'Atocha que des terroristes d'Al-Qaïda ont fait exploser plusieurs bombes, tuant plus de 200 personnes. Aujourd'hui, nous avons rendez-vous quelques centaines de mètres plus loin, à la gare routière, où transitent plus de 20 millions de personnes par an.
L'an dernier, la gare routière a modernisé son système de surveillance. Après de longues négociations, nous avons été autorisés à le montrer pour la première fois à la télévision. Là, on est dans la gare routière du sud de Madrid. C'est la plus grande gare routière d'Espagne. C'est la deuxième d'Europe. Elle fait 23 000 mètres carrés. Miguel Gallardo est le directeur de la sécurité nommé par le ministère de l'Intérieur. Il supervise la centaine de caméras de la gare, en lien constant avec la police. Certaines de ces caméras sont connectées. Elles font de la reconnaissance faciale. Le système compare les photographies que nous donne la police, la gendarmerie ou les autres forces de sécurité avec nos propres enregistrements. Tous les flux vidéo arrivent dans ce centre de contrôle bardé d'écrans. C'est ici qu'ils sont analysés par le programme de reconnaissance faciale. Miguel tient à faire avec moi la démonstration de son matériel et me demande pour cela de passer devant une de ses caméras. Le carré blanc indique qu'elle a détecté une personne. Elle va enregistrer 5 images de mon visage. Miguel les rentre ensuite dans la base de données avec mon nom. À lui de choisir la bonne liste. Comme ça, non? Je suis sur liste blanche ou noire? Tu veux laquelle? Noire? Black or white. Va pour la liste noire, celle des criminels et des terroristes. À côté de l'ordinateur, des photos d'hommes et de femmes recherchés, comme Salah Abdeslam, en fuite après les attentats du 13 novembre à Paris. Je repasse devant la caméra. En haut, à droite de l'écran de contrôle, les personnes autorisées apparaissent en vert. Moi, j'apparais en rouge. Ceci est une simulation. Dans la réalité, Miguel et la police seraient immédiatement avertis de mon passage. Je n'ai pas pu avoir accès à la vraie liste noire, qui reste confidentielle. Et si un terroriste cherchait à passer incognito? Je retente un passage, déguisé cette fois. Le logiciel me reconnaît, mais il semble moins affirmatif. Elle t'a reconnu. Et elle en est sûre à combien de pourcents? À 54%. Pour être certain de ne pas laisser passer des profils très sensibles, Miguel va modifier le seuil de détection. Si la police ou la gendarmerie me disent « cette personne est très importante », je préfère avoir une fausse alerte plutôt qu'elle nous échappe. Alors je baisse le seuil de détection, parfois à 30%, et ça m'envoie des photos. Après, j'envoie les 2 images à la police. L'original et celle qu'on a capturée. Et c'est elle qui juge ensuite si c'est la personne qu'elle recherche ou pas. La police reste donc la seule à identifier les suspects. Le logiciel va enregistrer pendant 1 mois tous les visages qui passent à sa portée. Ceci sans que personne n'en ait la moindre idée. En France, la Commission informatique et liberté ne l'autoriserait pas. Mais Miguel Gallardo en est persuadé, après les attentats de Paris. Tu vas voir que ça va changer. Tu vas voir que tout va changer. Coût du dispositif, 500 000 €. L'entreprise qui a installé ce système a aussi équipé des casinos, un stade et serait en contact avec une société de transport française. Elle prévoit de tripler son chiffre d'affaires en 2016. Pour avoir un avant-goût de ce qui nous attend, direction les États-Unis. C'est ici que s'est produit le boom de la reconnaissance faciale, juste après le 11 septembre. Des petites sociétés sont devenues en quelques années les leaders d'un marché mondial qui pèse 3 milliards de dollars. En Californie, à quelques miles d'un Mexique en proie à la guerre des cartels, des policiers de la petite ville de Chula Vista, dans le district de San Diego, ne se déplacent jamais sans leur kit de reconnaissance faciale. L'officier Patrick Alvarez, vétéran des guerres d'Afghanistan et d'Irak, est fier de son nouveau jouet. Son unité en compte une 60aine. Dans ce quartier de Chula Vista, on a une forte concentration de gangs dans le nord-ouest et le sud. Et là, on va patrouiller dans le secteur à la recherche d'activités criminelles. Ce jour-là, aucun gang ne vient troubler la patrouille. Pour nous montrer le dispositif, Patrick va demander à quelques sans-abri de se prêter au jeu. Comment ça va les gars?
Tout va bien? Ouais. Vous faites quoi là? Ça vous dérange si on teste cet appareil sur vous pour voir si ça marche? On a déjà vu vos collègues cette nuit. Et ils vous ont pris en photo? Je la sauvegarde. Et voyons ce que ça nous dit. Vous n'avez jamais été en prison? Non. Donc ici, en haut, on a la photo qu'on vient de prendre. Et après, en dessous, on a les résultats possibles. Regardez, ils ont chacun un taux de fiabilité. 54%, 51%. Donc aucune de ces trois personnes ne correspond à ce monsieur. Maintenant, on sait qu'il n'a jamais été enregistré dans le système, comme il nous l'a dit. Ou bien, le système ne l'a pas trouvé. Pour être dans le système, il faut déjà avoir été arrêté. Deuxième essai. Voilà, c'est George Galvin. C'est sa photo. Et ça, c'est la photo qui date de sa détention. Je peux aussi regarder d'autres photos. Vous étiez bien rasé à l'époque, hein? Vous aviez même un petit bouc. Ouais, c'était après une de mes crises cardiaques. J'avais passé du temps à l'hôpital et une chienne d'infirmière m'avait coupé les cheveux et rasé la barbe. George a fait 3 séjours en prison quand il était dans un gang de motards concurrent des Hells Angels. En prenant sa photo, sans aucune pièce d'identité, on a été capable de l'identifier comme George Galvin. Avec sa date de naissance, son casier judiciaire, tout ce dont on pourrait avoir besoin sur lui. Donc s'il commettait un crime, on serait capable de savoir qui il est. Et on peut vérifier si c'est un fugitif. Si la reconnaissance faciale est une nouveauté pour la police de Chula Vista, Patrick, lui, y avait déjà eu recours. Quand j'étais dans l'armée en Irak et en Afghanistan, on a utilisé la biométrie, des technologies de reconnaissance faciale sur le terrain pour nous aider. Et maintenant on boucle la boucle. C'est nous qui l'utilisons. C'est assez courant en matière d'équipement dans la police que ce soit d'abord l'armée qui développe une technologie et l'utilise. Et puis ça descend jusqu'à nous. On voit les bénéfices qu'on peut en tirer et on l'adopte. Patrick m'assure qu'il ne peut pas photographier n'importe qui dans la rue. Il faut que la personne soit suspecte d'un délit et qu'elle ne soit pas en mesure de fournir son identité. Mais les témoignages racontent une toute autre histoire. Victor Torres est avocat à San Diego. À ses côtés, son client Eric, un pompier à la retraite qui nous a donné rendez-vous dans son quartier. L'an dernier, il y repère un individu qu'il suspecte de voyeurisme. Une querelle éclate, la police intervient. Menotté, Eric s'étonne de voir le policier sortir une tablette. Ils nous ont pris en photo alors qu'on était assis sur les escaliers. Est-ce qu'ils t'ont dit ce qu'ils étaient en train de faire? Non. À aucun moment ils ne m'ont dit « on va vous prendre en photo ». Ils ne m'ont pas dit « on va mettre un coton-tige dans votre bouche et prendre votre ADN ». Ils ne m'ont rien dit. Ce qu'ils font, c'est qu'ils prennent la photo et ils l'envoient dans une base de données. Ensuite, ils regardent si cette image correspond à une photo de détention, de mandat d'arrêt, ou tout ce qui pourrait justifier qu'ils le maintiennent en détention. Ils disent qu'ils effacent ces photos, mais ce sont des appareils électroniques, avec une mémoire électronique. Et quand ils envoient la photo vers un serveur, quel qu'il soit, la photo est toujours là. La seule manière de vraiment effacer la photo, ce serait de retirer la carte mémoire, la brûler, la détruire. Cet avocat n'est pas le seul à s'inquiéter. Marie Sessom est membre de l'agence locale chargée de contrôler la reconnaissance faciale. Elle est aussi maire d'une petite commune du district de San Diego, Lemon Grove. Elle dénonce un programme coûteux et opaque. Et ce n'est pas tout. Marie Sessom affirme que l'efficacité du kit de reconnaissance faciale n'a jamais été prouvée. Elle s'appuie sur ses fiches d'évaluation remplies par des policiers. Vous avez ce policier qui dit « Hey, ça m'a permis de retrouver les parents d'un enfant » ou bien de prouver qu'un délinquant nous mentait sur son identité. Ce sont selon moi de belles histoires, mais ça ne nous permet pas de mesurer son efficacité.
ni de savoir si ça aide vraiment à arrêter des gens. D'après elle, une gigantesque collecte de données serait à l'œuvre, et cela ne choquerait personne. Depuis le 11 septembre, les Américains seraient moins mobilisés sur la défense de la vie privée. Les gens ont dit « on veut bien renoncer à notre vie privée si c'est vraiment pour nous protéger des terroristes ». Mais est-ce qu'on abandonnera notre vie privée pour arrêter un braqueur de banque? Ou quelqu'un qui n'a pas coopéré lors d'un contrôle de police? Pour quelle bonne raison sommes-nous prêts à donner notre vie privée? C'est ça la question que les Américains ne se sont pas posée. Une Amérique qui s'ouvre sans résistance à des technologies qui ne font pas l'unanimité, et une Europe qui lui emboîte le pas. Depuis 3 ans, la Commission européenne pilote un immense projet, équiper tous les postes frontières extérieurs de systèmes de reconnaissance faciale. Son nom, Frontières intelligentes. Controversé, coûteux, il a été enterré, puis relancé après les attentats de janvier 2015. Morpho est l'une des 2 entreprises françaises qui fabriquent les portiques de contrôle que le projet a imaginé. Près de Paris, je vais en découvrir le principe. Mais avant cela, petit récap sur les contrôles douaniers aujourd'hui. Mon passeport est biométrique. Il contient une puce qui stocke mes empreintes digitales et ma photo. Si quelqu'un change la photo qui figure sur mon passeport, les douaniers vont voir qu'elle ne correspond pas à celle qui est stockée dans la puce. Mais comment faire si je donne mon passeport à quelqu'un qui me ressemble? C'est là qu'intervient la reconnaissance faciale. La porte vous indique de rentrer, là. Donc en fin de compte, elle vous fait signe, donc vous rentrez dans la porte, vous vous positionnez là, et vous allez positionner votre passeport. Voilà. Donc, je prends voilà, cette partie. Voilà. Donc là, le système a lu le passeport. Maintenant, il vous demande de le retirer. Il va vous regardez le système. Et voilà. Et donc, il a identifié que vous étiez bien la personne qui correspond au passeport, et vous êtes autorisé à passer. C'est tout. C'est tout. Ça peut être très simple. S'il ne faut pas sourire sur ces photos d'identité, c'est précisément pour faciliter aux machines leur travail de reconnaissance faciale. Cela fait plus de 10 ans que les consignes existent, en prévision du jour où la méthode serait autorisée. Quant au portique, il ne se contente pas de vérifier que ce passeport est bien le mien. Il va beaucoup plus loin. C'est ce que va m'expliquer Philippe Arnaud, responsable chez Morpho. On appelle frontières intelligentes parce qu'en fin de compte, ces SAS seront aussi connectés à des bases de données centralisées qui pourront analyser si la personne est recherchée, pas recherchée. Et donc aujourd'hui, au niveau de l'Europe, il y a un certain nombre de bases de données qui se mettent en place et qui font qu'en fin de compte, on pourra détecter si la personne est une personne qui a le droit de rentrer ou pas. Voici à quoi ressemble le projet de Frontières intelligentes. À l'entrée de l'espace Schengen, le douanier ou le portique vont prendre l'empreinte de notre visage et de nos doigts. Le système nous identifiera, consultera des bases de données pour vérifier que nous ne sommes pas recherchés ou n'utilisons pas un passeport volé. Mais surtout, il stockera ces 2 empreintes, digitales et faciales, dans une base de données des entrées-sorties de l'Union européenne. Un gigantesque fichier biométrique contenant les visages de centaines de millions de personnes. Les portiques de Frontières intelligentes ont été testés à l'été 2015 dans toute l'Europe, et notamment en France, à Paris-Gare du Nord et à l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle. Nous avons tenté d'interroger la police aux frontières, le ministère de l'Intérieur, l'Assemblée nationale et le coordinateur européen chargé du terrorisme. Tous semblaient trop occupés pour répondre. Le seul à avoir accepté de nous en parler s'appelle Nicolas Schmit. C'est un ministre luxembourgeois qui a défendu le projet au Parlement européen. Nous sommes dans l'urgence. Si nous voulons en Europe garder un certain niveau de liberté en termes de circulation entre pays européens, il y a un besoin absolu de sécuriser nos frontières extérieures. Et ce n'est pas le citoyen lambda ou la personne XY, l'homme d'affaires qui vient en Europe qui est un danger. Il y a peut-être 1% ou moins d'1% de personnes qui, voilà, ça je ne peux pas vous le dire. Il y a une infime minorité, mais vous savez hélas que cette infime minorité de personnes peuvent faire un grand mal.
Donc on va créer un fichier centralisé contenant les données biométriques, les empreintes faciales de 200 millions de personnes? Oui, vous savez, les Américains le font. Je ne dis pas que c'est un exemple à tous les égards. Et donc, il faut avoir un système généralisé pour se dire, mais bon, voilà, quelqu'un qui fait des allers-retours entre l'espace Schengen et la Turquie et la Syrie, ou la Turquie, bon, et qui, par ailleurs, est peut-être impliqué dans d'autres affaires, il faut pouvoir quand même retracer cela. Le projet Frontières intelligentes sera débattu en mars au Parlement européen. S'il est voté, il sera déployé à partir de 2017. Coût estimé 2 milliards d'euros. Depuis ma tentative de déguisement ratée à Madrid, une idée me trotte dans la tête. Comment échapper à la détection? Sur Internet, je découvre qu'un activiste américain, Adam Harvey, a imaginé une méthode pour tromper la reconnaissance faciale. Des maquillages qu'il a inventés et qui s'inspirent de camouflage militaire. Je vais suivre ses consignes à la lettre. Je commence par me raser la barbe et je me rends chez la famille qui a enregistré mon image dans sa petite caméra à reconnaissance faciale. Là, une maquilleuse assombrit les parties les plus claires de mon visage pour casser sa symétrie. Manipuler la bouche. Il ne reste plus qu'à effacer mes sourcils. Ça a l'air space quand même. Ouais, ça, je te cache pas que ça l'est. Alors? Ah là, c'est pas mal, hein? J'ai l'air de quoi? Pas de vous. Testons maintenant si le maquillage fonctionne. Vas-y, reviens. Je vais dans les personnes non reconnues, visage inconnu. Pourquoi il te voit pas? Il me voit pas, donc je suis pas un humain pour lui en fait. Je suis pas un visage. Non. Je pensais pas que ça... Je suis contente. Pour vérifier que la caméra n'est pas défaillante, nous faisons le même test avec mon smartphone. Le carré jaune indique le visage de Pierre-Louis. Quant à moi, je suis toujours invisible. Alors, vous souhaitez échapper à la reconnaissance faciale? Vous savez tout maintenant. Bon, vous n'allez pas passer inaperçu. Vous risquez même de faire peur aux passants, mais c'est le prix à payer pour que les caméras ne retrouvent pas votre nom. Dernières informations en France, la police, qui n'a pas souhaité participer à ce reportage, développe et teste actuellement la reconnaissance faciale pour identifier des auteurs de délits filmés par des caméras de surveillance. Une reconnaissance qui se fait à partir d'un fichier des personnes ayant des antécédents judiciaires.